Santé. Je voudrais vous remercier là pour les likes que vous mettez à chaque fois quand je publie des vidéos. Il y a toujours une centaine d'abonnements en plus à ma chaîne à chaque fois que je publie une vidéo. Alors maintenant j'en suis presque à 900. Alors il y en a qui vont trouver ça dérisoire, mais pas moi. Parce que il y a un an, j'avais commencé à faire des vidéos comme ça, et puis au début c'était pour amuser une centaine de potes, hein. Et puis fil en aiguille, j'y ai pris goût à dire des conneries devant une caméra. Mais je suis pas youtubeur, hein. Et du coup, maintenant je me suis lancé un défi, c'est que d'ici 2 mois, 3 mois, j'ai dépassé les 1000 abonnés. Voilà. Et donc, du coup, au départ, j'étais pas parti pour faire tout ça, hein. Mais après, on y prend goût. Donc, santé à vous tous, hein, à vous toutes. En tout cas, voilà, j'y connais pas grand-chose, mais c'est pareil que plus on a de pouces levés, plus on peut voir les vidéos. Mais en fait, j'y connais pas trop grand-chose. Quand je vais voir des vidéos de vrais youtubeurs, je me dis là, c'est des ingénieurs, les mecs. Enfin bon. En tout cas, ça m'amuse bien de faire ça, mais il ne faut pas que ça devienne un métier, parce que le jour où il va y avoir un gros bug planétaire avec les centrales data qui vont exploser, donc il n'y aura plus d'internet. Donc tous les youtubeurs vont être obligés de pointer à Pôle emploi après. Alors moi j'ai pas ce problème là parce que je fais d'autres choses à côté, mais bon, c'est toujours agréable de balancer quelques conneries, des fois bien senties, hein, puis c'est ce qu'on m'a dit, donc voilà. Donc on va passer aux choses sérieuses, à la merde environnante. En fait, là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas longtemps, à l'IEP de Grenoble, hein, l'Institut d'études politiques, hein, on dit sciences politiques, mais c'est marrant parce que pour moi, science et politique, il y a comme un oxymore là-dedans, hein. Alors, il y a 2 profs qui se sont retrouvés blacklistés. Ils se sont retrouvés cités sur une affiche, signée par Anonyme, évidemment, hein. La famille Anonyme est très connue, elle s'est illustrée entre 1940 et 1945, voilà, pour avoir envoyé beaucoup de faire-part aux commandantures et à la Gestapo. En fait, ça partait d'un bon sentiment, il s'agissait de renforcer le couple franco-allemand, voilà. Et là, donc, il y a les descendants de la famille Anonyme, voilà, ils ont placardé une affiche avec le nom de ces 2 profs, et donc, qu'est-ce qu'on pouvait lire sur ces affiches? L'islamophobie tue, des fascistes dans nos amphis. Cette diarrhée a été relayée par l'UNEF, hein, c'est un syndicat étudiant, c'est l'union des neuneux entourés de furoncles. Hein, donc il n'y avait pas mieux pour offrir 2 nouvelles têtes de profs à des tarés terroristes islamistes, voilà. Et après avoir relayé ça, ils se sont excusés, mais c'était trop tard, hein. Donc c'est des faux derches, c'est pas nouveau, ça fait 50 ans que ça dure, qu'à l'UNEF c'est rempli de faux derches. Alors qu'est-ce qu'a dit un de ses profs, hein? Un de ses profs, qui s'appelle Klaus Kinzler, a dit, voilà, on ne peut pas mettre sur le même plan le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie. Mon cas n'est pas si intéressant, l'IEP n'est vraiment pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que Luc Ferry a dit ce matin dans un entretien qu'il a accordé au Dauphiné Libéré, où il dit, pour résumer ce qui se passe, c'est que 2 professeurs de Sciences Po ont dit qu'il n'est pas normal de mettre sur le même plan le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie. Il ajoute, ces 2 enseignants ont 1000 fois raison. On a en France le droit de dire des choses comme ça. Si ça, c'est des propos extrêmement problématiques, bon, chacun peut se faire son jugement. Bah ouais, l'islamophobie, ça n'a rien à voir avec le racisme et l'antisémitisme, hein. C'est juste le rejet d'une religion, hein. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. De toute façon, moi je les rejette toutes, alors... Je rejoins totalement ce que disait le regretté Chab, qui était le patron de Charlie Hebdo au moment où il s'est fait descendre avec tous ses copains de la rédaction. Il avait dit clairement ceci: le racisme anti-musulman est un délit, mais pas le rejet de l'islam. On a le droit d'être islamophobe, athéophobe,
catholicophobe, mais pas de rejeter une personne du fait de sa religion ou de son humanisme athée. Voilà. Je veux dire que moi là je suis jaloux parce que j'aurais aimé pondre ce bout de discours là. Alors, si je suis ce que dit Charb, j'ai le droit de me moquer de l'islam en disant des scientifiques ont découvert que le nom de famille de Allah n'était pas Akbar mais Péchomoul. Alors, je voudrais dire ceci, hein, pour terminer là-dessus, c'est qu'en France, ce n'est pas l'islamophobie qui tue, c'est l'accusation d'islamophobie. Samuel Paty en a su quelque chose. En fait, on peut rajouter ceci, c'est que l'accusation d'islamophobie est un appel à la fatwa, en quelque sorte. Alors, pour finir de terminer là-dessus, je vais rajouter juste ce que Houellebecq disait en 2001. Je cite, hein, il disait ça sur l'islam. « Je me suis dit que le fait de croire en un seul Dieu était le fait d'un crétin. Et la religion la plus con, c'est quand même l'islam. Quand on lit le Coran, on est effondré. » Eh bien oui, on a le droit de dire ça. Voilà. Parce que nous sommes en république laïque et que la laïcité n'est pas négociable. C'est tout. Et n'oubliez pas, en mai, fais ce qu'il te plaît. Oui, donc tout à l'heure je parlais de l'UNEF. Là, je voulais juste faire une petite parenthèse sur ce syndicat que j'ai connu, mais il y a longtemps. Et quand j'étais étudiant, donc ça remonte à vieux, ça remonte à l'époque, je suis de la génération Devaquet, anti-Devaquet, on manifestait contre lui, je ne sais pas si vous vous souvenez, bon, il y a eu l'histoire de l'affaire Malik Osekine, etc. Donc j'ai fréquenté la fac de Lyon 2, entre 1986 et 1989 en tant qu'étudiant. Voilà. Dans l'allée centrale de cette fac, donc, il y avait des locaux syndicaux, donc les uns après les autres, ils étaient alignés les uns après les autres dans l'allée. Donc en fait, quand on passait sur cette allée-là, on voyait tous les syndicats, alors on les passait tous les uns après les autres. Donc il y avait, on arrivait et il y avait déjà deux UNEF. Une UNEF, une autre UNEF, et puis un autre syndicat qui s'appelait PSA. Non, c'est pas Peugeot, hein, ça veut dire pour un syndicalisme autogestionnaire, et c'était soutenu par la CFDT, ce syndicat, la CFDT qui à l'époque avait encore un petit peu de dignité. Et voilà. Donc la première UNEF, quand on arrivait, donc voilà, sur le côté il y avait la première UNEF là, et c'était l'UNEF des socialistes et trotskistes. Ils étaient mélangés parce qu'il y a les trotskistes qui essayaient de faire un peu d'entrisme comme ils ont toujours fait, mais ils sont tellement bien entrés que maintenant ils sont à la République en marche. Hein, donc voilà. Et ensuite on faisait quelques pas plus loin, voilà, et hop. On avait le syndicat UNEF, mais stalinien. Voilà, c'était les communistes du PCF qui étaient dans ce syndicat. Et ensuite, il y avait donc PSA, donc pour un syndicalisme autogestionnaire, mais il était vide, ce local. Du coup, on l'a squatté avec quelques potes anards. Et on a squatté ce local pour faire les cons, quoi, pour délirer, pour préparer des manifs aussi, hein, voilà. Et du coup, on l'a rebaptisé PSA, on a gardé le sigle PSA, mais on l'a rebaptisé donc, pour des salades atomiques. Voilà. Donc, on l'avait appelé comme ça. Quand on arrivait dans cette allée centrale de la fac, donc la première UNEF, donc il y avait de la musique et des photocopieuses hein, dans les deux UNEF. Hein. La première UNEF, là, celle des socialistes et des trotskistes, ça s'appelait l'UNEF ID à l'époque, indépendante et démocratique. Alors évidemment, on s'était amusé à placarder des affiches UNEF sans idée. Hein. Enfin bon, et donc ils avaient chacun leur style de musique, les locaux syndicaux. Alors l'UNEFID, c'était, on entendait Renaud, le Mitterrandolâtre, parce que oui, c'est à l'époque on approchait des présidentielles de 88, c'était Tonton laisse pas béton, voilà, pour ceux qui ont de la mémoire ou qui s'en souviennent, enfin bref, et pour ceux qui ne savent pas parce qu'ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas encore nés, ben voilà, c'était ça. Et après, ben, on faisait quelques pas, puis il y avait le local donc, des staliniens, de l'UNEF stalinienne, hein, je crois que c'était Solidarité étudiante, UNEF Solidarité étudiante, si mes souvenirs sont bons. Et oui, on entendait Jean Ferrat.
Voilà. Et puis Jean Ferrat qui chantait les textes d'Aragon. Ouais, donc chacun avait son folklore. Hein. Et après, au PSA, nous, on balançait les Berruriers noirs. Nous. Donc porcherie. Pour nous, les présidentielles, c'était un genre de porcherie, quoi. Voilà. Sinon, notre plus grand souvenir aux salades atomiques, c'était les élections universitaires. Parce qu'on avait constitué une liste qui s'appelait CRSSS. La liste CRSSS, ça voulait dire collectif de recherche sur les sciences sociales. Un truc bien pompeux qui voulait rien dire. Mais comme de toute façon tout ceci n'avait aucun sens, ces élections universitaires, donc ça allait très bien. Et donc évidemment, qui dit élection dit campagne. Alors on avait notre campagne, les UNEF avaient leur façon de faire campagne très classique, tracts, conférences dans le grand amphi, etc., etc. Et puis nous, on avait fait aussi quelques tracts, et puis des affiches un peu sauvages. Et puis on avait organisé un vin chaud, on le faisait régulièrement, un vin chaud. Donc on avait un mégaphone, vin chaud, vin chaud. Donc, voilà, du coup les étudiants venaient boire un vin chaud et on leur disait voilà, on vous offre un godet de vin chaud si vous votez pour nous. C'était un gag, hein. Et les mecs ils mettaient leur nom et tout, ils disaient il y avait une phrase, c'est je m'engage à soutenir CRSSS aux élections universitaires, et puis ils mettaient chacun leur nom. Alors une fois qu'ils avaient mis leur nom, ils avaient leur godet, mais c'était vraiment un truc symbolique, parce que même s'ils l'avaient pas mis, ils l'auraient eu leur godet. Mais enfin bon, il y en a plein qui ont joué le jeu, c'était rigolo. Il y avait le vin chaud, puis on avait aussi emprunté un caddie à Auchan, parce qu'à côté de la fac, il y avait Auchan. Et on avait mis une nana dans le chariot, et elle s'était bien maquillée et tout, ça faisait très pute. Et elle avait les tracts, elle avait les tracts dans la main, puis on l'emmenait dans les couloirs de la fac, et elle donnait les tracts aux étudiants et tout, puis on disait venez boire le vin chaud, etc. Votez CRSSS et venez boire un coup, enfin bref. Et du coup, on a fait une campagne, on s'est bien marré, et résultat des courses, résultat des élections, on a eu un élu avec notre liste, et moi j'étais deuxième sur la liste, alors c'était, voilà. Et quand il a fallu aller à la première réunion du conseil d'administration en tant qu'élu, le tête de liste m'a dit « Oh écoute, tu veux pas y aller ?» Parce que alors, moi ça me gonfle, et puis de toute façon, je pensais pas qu'on aurait un élu, etc. Je dis « Oh bah écoute, ouais, si tu veux. » Et donc nous, nos revendications, c'était, on voulait un local pour la sieste, pour les étudiants feignants, parce qu'il y avait des étudiants travailleurs, mais nous on disait « Tiens, on va soutenir les étudiants feignants, personne ne les soutient. » Et donc on voulait un local pour la sieste pour ça. Et en même temps on voulait faire une transformation sur les distributeurs de café. On voulait supprimer le café long et le remplacer par un godet de vin rouge. Parce qu'on s'est aperçu que quand on avait un coup dans le nez, on arrivait à mieux supporter certains cours de fac. C'est-à-dire qu'on arrivait à trouver du sens à certains cours où à jeun, on n'en aurait pas trouvé, quoi. Voilà. Et que dire d'autre? Donc voilà, donc du coup c'est moi qui me suis retrouvé à aller au conseil d'administration, au même titre que les autres élus des autres syndicats. Et donc, une fois dans cette réunion, on n'en a fait qu'une, j'y suis allé à une seule, donc à la première, et on faisait un tour de table, donc tout le monde se présentait, voilà. Et puis quand c'est arrivé à moi, j'ai dit voilà, je me présente, porte-parole de la liste CRSSS et du local pour les salades atomiques. Donc voilà, nous ce qu'on demande c'est un local pour la sieste afin de soutenir les étudiants feignants pour qu'ils réussissent mieux leurs études, et en même temps on voudrait faire une amélioration des distributeurs de café, c'est-à-dire enlever le café long et le remplacer par un godet de vin rouge. Voilà, parce qu'on pense que quand on a bu un godet de vin rouge, voire plusieurs, on comprend mieux les cours, certains cours qui sont dispensés. Alors j'avais une espèce
de silence, mais terrible. Et personne parlait. Puis à un moment, il y a un de l'UNEF, je ne sais plus quel UNEF, je crois que c'est le stalinien, il me fait un coup de coude, il dit arrête, on va être ridicule, on est en train de se ridiculiser, nous les étudiants et tout. Oui, parce qu'il faut dire que de toute façon, les étudiants étaient minoritaires au CA, donc ils n'auraient rien changé aux choses. Alors moi je lui réponds, de toute façon on est déjà ridicule, donc ça ne changera rien. Donc voilà. Et du coup, il y a le président de la fac qui me dit mais vous comptez faire ce genre de spectacle à toutes les réunions? Je dis non, parce que là c'est la dernière à laquelle on assiste en tant que CRSSS, hein, je suis représentant, c'est pour ça que je dis on. Voilà, CRSSS ne reviendra pas, voilà, parce qu'on pensait qu'on n'aurait pas d'élu. Donc... Voilà. Et du coup, quelques jours après, on a fait une campagne pour revendre notre siège. Et on avait placardé une affiche, c'était notre élu est un vendu, achetez-le. Et puis, et pareil, vin chaud et tout ça, machin, distribué. Et puis il y a quand même un étudiant qui est venu l'acheter 5 francs à l'époque, c'est-à-dire moins d'1 €. Et je sais pas ce qu'il en a fait après, hein, du siège, mais du coup on n'y est jamais retourné. Et on s'est bien marré comme ça. Et du coup, et puis quelques temps après, le local PSA pour les salades atomiques a été squatté par des jeunes du Parti Socialiste, des jeunesses socialistes, étudiants aussi. Hein. En fait, ils avaient tous pris leur carte d'adhérent pour un syndicalisme autogestionnaire, soutenu par la CFDT, et du coup nous on s'est retrouvés cons et ils nous ont foutus dehors parce que du coup effectivement en tant qu'adhérents le local leur appartenait entre guillemets, donc on s'est fait sortir, ils nous ont sorti de toute façon on veut pas d'anarchie chez nous, vous êtes bon que pour foutre la merde, etc. Ce qui n'était pas faux, et puis voilà, l'histoire s'est finie comme ça. Enfin tout ça pour dire que le syndicat étudiant, de toute façon, c'est de la rigolade, quoi. Dire, bien sûr, ils font des propositions, alors certaines peuvent être retenues, mais... Bref, ils sont plus là pour jouer aux révolutionnaires à l'intérieur d'un campus, ce qui est joli, hein, c'est mignon, mais ils risquent pas grand-chose, voilà. Voilà donc pour l'aventure UNEF. Alors, le 8 mars dernier, c'était la journée des femmes. En fait, il faut être précis. Hein. C'était la journée internationale des droits des femmes. Voilà. Alors oui, une journée, hein, parce que le lendemain, il y a les gosses à torcher, le lave-vaisselle à débarrasser et l'aspirateur à passer. Hein. Donc, faut pas rigoler avec ça. D'ailleurs, j'ai remarqué que pour défendre une cause, on lui crée une journée internationale. Oui, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on en parle un jour et le lendemain, on passe à autre chose. Mais en fait, ces journées internationales, c'est juste pour sauver les folklores locaux et puis ça permet de faire des nouveaux carnavals. Hein. Alors, bon, il y a le 8 mars, mais il y a plein d'autres journées internationales. Hein. Je vais vous en citer quelques-unes. Par exemple, vous avez le 20 mars, c'est la journée du bonheur. Ça me remplit d'allégresse. Et puis le lendemain, donc le 21 mars, vous avez intérêt à faire la gueule si vous voulez rester dans le moule. Enfin bref. Alors le 21 mars, vu que je parlais du 21 mars, c'est la journée de quoi déjà? Ah oui, c'est la journée de la forêt, de la poésie et des trisomiques. C'est marrant, hein, ils ont mis ces 3 trucs en même temps. Alors, ça permet d'emmener un trisomique en forêt et puis de lui lire des poèmes au pied d'un arbre feuillu. Voilà. Mais par contre, le lendemain, hein, le 22 mars, tu peux ressortir ta tronçonneuse, foutre le trisomique dans la cave d'un institut et puis hop, on passe à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, le 12 avril. Alors, le 12 avril, c'est la journée internationale du vol spatial habité. Ça veut dire que ce jour-là, vous pouvez sortir votre soucoupe volante et aller voir sur la Lune s'il reste encore des traces d'Apollo 11, par exemple. Mais par contre, il faut être revenu le 13. Hein. Donc l'excursion, c'est du rapide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le 21 avril. Ah oui, ça c'est très beau. C'est la journée de la créativité et de l'innovation. Mais ça passe inaperçu car la créativité et l'innovation, c'est non essentiel. Alors bref,
Des journées internationales, en gros, il y en a 140, hein, si on se réfère à ce que dit l'ONU. Alors voilà, on va pas toutes les faire parce que ça risque d'être très long. Mais bon, revenons à la femme, ou aux femmes. Alors, forcément, quand on parle des femmes, on parle très souvent du couple. Alors, comme je l'ai dit, parfois, l'expression « se faire chier en couple », c'est un pléonasme. Mais on peut dire d'autres choses à ce sujet, au sujet du couple. On peut dire que dans un couple, il y en a un de trop, sinon c'est vachement bien. Là, je vais vous passer un extrait d'un film avec Philippe Noiret, Richard Boringer et Thierry Lhermitte. Ça parle du couple en général, vous allez voir. Ce que les femmes ont pu en faire chier des hommes comme nous, tu crois pas? Tiens, regardez ces deux là-bas. Qu'est-ce que ce type a fait au bon Dieu pour écoper d'une femme pareille? Il était tranquille, il avait des copains, la vie était belle. Et puis il l'a rencontrée, elle a écarté les jambes, et pour une minute de plaisir, il a foutu sa vie en l'air. Qu'est-ce que t'en sais? Ça crève les yeux. Les hommes et les femmes sont pas faits pour vivre ensemble. On essaye, on a l'illusion. Nous, on est juste bon à se rentrer dans le chou. Il y a des guerres pires vite fait pour pas risquer de s'attacher. Et le plus beau, c'est que tout le monde le sait. Il suffit de regarder autour de soi ses parents, ses amis. Personne n'en tient compte. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on va être plus malin que les autres. Et c'est comme ça que s'accumulent les couples merdeux, qui se tirent une gueule de 3 km en se demandant chaque matin ce qu'ils foutent ensemble. Ah la vache, vous me filez un de ces bourdons. Et le plus terrible, c'est que je peux pas m'empêcher d'être d'accord. Bah bien sûr que t'es d'accord. Regarde cela. Il lui a fait 3 enfants. C'est foutu. Il pourra plus jamais prendre le large. S'amuser, s'aérer. Et les vieux, là, qui se chamaillent depuis 150 ans, sans jamais céder un pouce de terrain. Et le jeune con, au fond, qui rêve qu'il va culbuter la serveuse parce qu'elle l'a allumé en tortillant des fesses. Oh, s'il savait. Moi, c'est celle-là qui m'intéresse. Parce qu'elle a l'air gentille et que c'est elle qui est tombée sur un con. Vous vous rendez compte? Toute sa vie avec ce type qui va la tromper avec des filles tellement vulgaires qu'on se demande s'il le fait pas exprès. Alors qu'il a un trésor à la maison. Et ses mains. Vous avez vu ses mains, ce gros porc? Dans combien de chats ces doigts-là ont été farfouillés? Quelle horreur. Faut rien exagérer. Si tu vas par là, il lui reste plus qu'à ouvrir son sac, sortir un flingue et tirer sur son gros con à bout portant. Tu vois le tableau? Dans un jour. Il y a bien longtemps, mais je m'en souviens comme ça. Moi, je suis hors concours. J'ai jamais été marié. T'as jamais baisé? Mais bien sûr que si. Je n'ai jamais été marié, c'est pas la même chose. Mon grand-père disait, une bonne branlette vaut mieux qu'un mauvais mariage. Il joignait souvent le geste à la parole. Ma pauvre grand-mère fondait en larmes. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'il avait raison. Bon, sinon, j'ai rien contre le féminisme. Moi, je trouve ça normal et naturel que les femmes se mobilisent pour obtenir des droits et en défendre des anciens. Hein. Donc, ça, je trouve ça tout à fait normal. Le problème, c'est les militantes. Hein, parce que pour discuter avec et déconner avec, eh ben, il faut se lever tôt. Hein. J'en ai fait l'expérience. Pourtant, en même temps, je défendais la cause, alors vous avez qu'à voir. Par exemple, un jour, lors d'un concert de soutien pour un collectif libertaire, se trouvaient dans le public des féministes. Hein, et au moment de présenter une chanson, j'avais sorti une connerie sur les couples, et notamment le parallèle entre les couples hétéros et les couples homo. J'avais sorti ça... les couples homo, c'est aussi con que les couples hétéros, parce qu'il y en a un qui fait l'homme et l'autre qui fait la vaisselle. Et ça n'a pas loupé, il y a une nénette dans la salle qui me sort « Espèce d'homophobe !» Et oui, ben non, ben c'était gouré, hein. Il n'y a rien d'homophobe là-dedans, hein. C'était juste un plaidoyer contre le machisme. Alors voilà, au sujet du 8 mars, là, je voudrais terminer là-dessus, parce que je viens de repenser à un truc. Depuis la nuit des temps, l'homme a brillé surtout par sa connerie et rarement par ses exploits. Hein, donc oui, si on fait un graphique, vous verrez, vous mettez d'un côté la connerie de l'homme, hein, et puis de l'autre côté les exploits de l'homme. Voilà, donc il y a quand même une sacrée différence. Alors moi ce que je suggère aux nanas, c'est de reprendre à leur compte le slogan de mai 68, l'imagination au pouvoir. Peut-être que comme ça on aura plus d'exploits sur le graphique, hein.
Eh bien là, on va donc parler des communards, des gilets jaunes et du progressisme. Ça fait bien hein, comme titre, hein, on se croit à une conférence à Sciences Po. Ouais. Alors, en ce moment, il y a un débat pour savoir s'il faut commémorer la Commune de Paris ou pas. Alors, moi je dis qu'il n'y a pas de raison. Les communards font partie de l'histoire, au même titre que la boucherie napoléonienne. Hein, donc, je vois pas pourquoi on ne fêterait pas la mémoire des communards. Alors, souvent sur les plateaux TV, hein, on a des grandes couilles bonapartistes très médiatiques qui nous font des grandes théories sur le prestige de Napoléon. Et en même temps, ils nous disent que Robespierre était un sanguinaire. Bon, c'est pas complètement faux, mais il faut relativiser les choses. Mais pour eux, Napoléon, non, il n'était pas sanguinaire, Napoléon. En dehors de ça, il a juste envoyé des centaines de milliers de citoyens à la boucherie, mais non, il n'était pas sanguinaire. C'était un grand homme. Alors moi, ce qui me frappe, c'est de voir toutes ces élites faire la promotion de la merde et du sang pour célébrer la grandeur de la France. Ça m'a toujours questionné, ce genre de truc. Bon, revenons à la Commune de Paris. Donc, faut dire que sociologiquement, Paris était composé d'ouvriers et d'artisans, hein, principalement. Donc, c'était une ville populaire, patriote et très à gauche. Alors aujourd'hui, on dit que Paris est à gauche parce qu'elle est dirigée par le Parti Socialiste majoritairement et les Verts. Oui, parce que dans les médias, on essaye encore de nous faire croire que le Parti Socialiste est un parti de gauche. On se marre. Donc il faut rappeler qu'en 1871, les Prussiens sont à Paris, hein, et puis que les communards ont été humiliés, enfin je dirais les communards, le peuple de Paris a été humilié puisque le pouvoir a décidé que Versailles serait la nouvelle capitale de la France, en gros, hein, puisqu'ils voulaient faire siéger le gouvernement français. Donc vous voyez le symbole. Pour en revenir aux communards plus précisément, ils sont composés de républicains socialistes, de jacobins, d'anarchistes, d'internationalistes, puisque à l'époque il y a l'international, hein, c'est l'AIT. Alors c'est l'Association internationale des travailleurs. Donc il y a tout ça qui englobe Paris et les communards prennent des décrets, donc je vais vous en citer quelques-uns. Alors, école gratuite, laïque et obligatoire. Voilà ce qu'ils nous ont laissé, les communards. Mais c'est pas tout. La séparation de l'Église et de l'État, ils avaient pris ça comme décret. Donc c'est devenu plus tard, 35 ans plus tard, une loi qui est très connue, puisque c'est la loi de 1905. Et ils ont pris aussi comme décret la reconnaissance du concubinage et du divorce par consentement mutuel. Bien, hein. Ils ont aussi décrété l'ouverture de dispensaires pour les gens qui n'avaient pas les moyens de se soigner. Donc vous voyez, quand même on a hérité de tout ça. Hein. Donc, et on débat encore pour savoir s'il faut commémorer la Commune de Paris. Et j'allais oublier, symboliquement, ils sont allés chercher la guillotine chez le bourreau et ils l'ont fait cramer sur une place publique pour bien montrer leur opposition à la peine de mort. Pour résumer, vite fait bien fait, hein, les communards ne voulaient pas de leader, voulaient l'autogestion et la démocratie directe. Et c'était la première et unique fois, je pense, que le drapeau rouge flottait sur Paris. Là où je veux en venir, c'est que pour moi, les gilets jaunes sont des héritiers quelque part des communards. Hein. Bon, alors c'est sûr, ils se disent ni à droite ni à gauche. En fait, ils veulent plus entendre parler de ce clivage pour plein de raisons. Hein. Bah, d'ailleurs, on peut expliquer ça par toutes les trahisons de la gauche déjà, qui a lâché les classes populaires. Et donc, on peut expliquer ça comme ça. Il y a des points communs, c'est que les gilets jaunes réclamaient aussi la justice sociale, ils la réclament toujours, la justice fiscale, le référendum d'initiative citoyenne, une vraie démocratie directe, hein, ils se sont même définis comme constituants. Et en plus, les gilets jaunes, eux aussi, ne voulaient pas de leader, ne voulaient pas de chef. Donc voilà, c'est un mouvement quelque part très anarchisant, hein, mais ils se défendent d'employer ces termes-là. Hein. Quoique, il y en a pas mal hein, qui se disent anards et qui avaient le gilet jaune. Et le plus marrant, c'est que dans tout ça, la gauche officielle d'aujourd'hui est passée à côté de ce mouvement des gilets jaunes. Et pourtant, c'est sur les ronds-points qu'a refleuri la lutte des classes. Voilà. Donc, les candidats de gauche
qui vont se présenter en 2022 et qui vont dire qu'ils sont proches du peuple, moi j'ai du mal à y croire, parce que ils sont passés à côté des Gilets jaunes, et en plus, même d'une façon très condescendante, hein, en les traitant presque d'antisémites, de beaufs, de racistes, d'extrême droite, etc. Donc moi je propose qu'en 2022, on ne vote plus bourgeois, quoi. Voilà. Ne mettons plus un bulletin bourgeois. Alors vous allez me dire, bah oui, la seule chose à faire, c'est de mettre un bulletin blanc. Ouais, pour le moment, ouais, parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre qui se présente. Hein. Et bon, pour clore le chapitre, nous allons finir avec le progressisme. Depuis 2017, hein, les médias aux ordres, donc les médias mainstream, nous expliquent que le macronisme, c'est le progressisme. Hein. Donc Macron et sa secte sont dans le camp progressiste. Et ils nous disent en même temps que ceux qui s'opposent au macronisme, en fait, sont des nationalistes, des populistes, des souverainistes, des complotistes, voire des fachos, hein, conservateurs, réactionnaires, etc. Alors je vais reprendre la définition du progressisme. Hein. Je vais donc reprendre celle du Larousse qu'on ne peut pas accuser de complotisme. Alors, définition du progressisme. Comportement de ceux qui estiment qu'une profonde transformation des structures politiques et sociales permettra une amélioration des conditions de vie et une plus grande justice sociale. Bon, il y en a une deuxième, hein, du même à Larousse. Tendance de ceux qui cherchent à faire bénéficier le plus grand nombre de personnes des progrès scientifiques et techniques. Voilà. Donc si on associe les deux, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Donc c'est ça le progressisme. Alors quand on lit ces définitions, on voit que le progressisme est incarné par les communards, par le Front populaire, par le Conseil national de la résistance, par mai 68 et par les Gilets jaunes récemment. Voilà. Alors quand Macron s'empare du mot progressisme, on se rapproche d'Orwell en fait, hein, Orwell et sa novlangue dans 1984. Alors, exemple de novlangue, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force. Donc on peut rajouter aujourd'hui, Macron c'est le progressisme. Donc il faut arrêter d'écouter ces grands médias qui nous disent que Macron est progressiste. Eux aussi ils utilisent la novlangue au quotidien, alors faut se méfier. En matière de novlangue, il y a des choses tout à fait d'actualité. Hein. Par exemple, alors avant on disait quand une entreprise voulait vous foutre dehors, en gros elle n'y allait pas par quatre chemins, demain vous êtes viré. Après on a commencé à nous dire vous allez être licencié. Et puis après, on a voulu enrober un peu plus le truc pour calmer les syndicats. C'était vous allez bénéficier d'un plan social. C'était un côté plus cool, voilà. Et puis on a encore amélioré la chose, c'est qu'aujourd'hui on vous dit vous allez être associé à un plan de sauvegarde de l'emploi. Mais je suis viré. Ah bah ouais, t'es viré. Ah mais je suis associé à un plan de sauvegarde de l'emploi. Ah bah c'est sympa. En tout cas, ça pue. Alors moi je suis un lecteur assidu de Noam Chomsky, hein, donc en particulier c'est très intéressant ce livre que je vous recommande sur la fabrique du consentement, de la propagande médiatique en démocratie. Il cite une phrase de Goebbels qui est « Il ne serait pas impossible de prouver en le répétant suffisamment et en maîtrisant la psychologie des personnes qu'un carré est en fait un cercle. Il suffit de le répéter, on peut vous faire croire n'importe quoi. C'est juste une question de truc. Et donc, de mon point de vue, c'est ce qui s'est passé dans l'hydroxychloroquine. Et vous voyez, en France, on dit toujours, non, mais enfin, si vous regardez dans le monde, je vous recommande ce site qui est actualisé quasiment très très communément. Donc ça, c'est le 2 février 2021. Il y a des références bibliographiques sur chacune des choses qui sont. Vous voyez donc les endroits dans lesquels on peut utiliser librement la chloroquine pour traiter le Covid, c'est 4,9 milliards de personnes. À propos de la dernière nuit des Césars, on a beaucoup entendu parler de Corinne Maziero et elle s'est fait traiter de personne vulgaire suite à sa prestation. Mais en fait, c'est pas Corinne Maziero qui était vulgaire, c'est cette cérémonie.
depuis le début, depuis que ça existe, cette cérémonie a toujours été vulgaire. Hein. Puis c'est pareil pour les Molières, les victoires de la musique, Miss France. Voilà, c'est-à-dire tous ces espèces de comités de gens BCBG là, qui essayent de faire proche du peuple, ben ça c'est vulgaire. Voilà. Mais depuis que ça existe, il y a quand même eu des tout petits moments de bonheur, comme par exemple lorsque Coluche avait été récompensé pour Ciao Pantin. Il avait eu son trophée. Là, c'était un petit moment de bonheur. Franchement, je croyais m'emmerder en venant là. Et puis je me suis vachement marré. Hein. Quand j'ai pas dormi. Qu'est-ce que je disais, vous savez pas? Je dis que des conneries. Il n'y en a pas un qui a suivi. Et voilà, il y en a pas un qui suit, merci. On m'avait dit pour être comédien ou comédienne, on me disait toujours partout, tout le temps, c'est pas dur, il y a qu'à coucher avec le metteur en scène. Eh bien, franchement, j'ai tout essayé, il y en a quand même qui veulent, mais c'est pas les meilleurs, hein. Bon. Et aussi Anémone, qui avait eu un César, mais qui avait refusé son trophée parce qu'elle estimait qu'elle n'avait pas été récompensée, que ce genre de truc c'était très con, qu'on n'avait pas à mettre de la compétition dans ce qui est artistique. Enfin, je sais plus ce qu'elle avait dit dans une interview après, mais ça se rapprochait de ça. Si jamais mon costume vous plaît, les filles, on peut vous le fabriquer avec Liane Delers, en version tailleur de printemps. Là, c'est en piqué et tout. Alors, les bijoux sont de Thierry Grave-Lefebvre, qui est un jeune mec que je trouve très intéressant. Et je profite que je passe à la télé pour un message personnel. Richard Anconina, si t'es devant ton poste, je t'aime. Bonne nouvelle ère du Verseau. Vous savez qu'on vient d'entrer dans l'ère du Verseau. Salut les mecs. Et oui, vous restez avec le précieux objet. Ah, Jean Castex. Alors lui, il a dit, il n'y a pas très longtemps, le jour où je pourrai prononcer ces mots, je serai un Premier ministre heureux. Vous pouvez vous embrasser. Il croit quoi? Qu'on a arrêté de baiser depuis le 17 mars 2020? Ben non, hein. Il nous prend vraiment pour des mômes. Allez, c'est bien les enfants, maintenant vous pouvez vous embrasser. En fait, le microbe le plus dangereux, c'est le macronavirus. Hein. Lui, il s'attaque aux libertés, il s'attaque aux services publics, il s'attaque aux jeunes et à notre art de vivre, hein, puisque tous les bistrots et les restos sont fermés, les musées, les théâtres aussi. Et donc, pour combattre le macronavirus, il n'y a pas besoin de vaccin, hein. Une destitution suffit. C'est qu'on dit que toutes les meilleures choses ont une fin. Oui, mais ici, la fin, c'est la meilleure chose. Et après, on lance le Frexit. Des nouvelles d'une gazette. Alors, le Nouvel Observateur, qui devint le Nouvel Obs, et puis qui a fini par s'appeler l'Obs, va dans quelques temps s'appeler O. Oui, parce qu'en fait, ça correspond à son évolution. Hein. Plus la pensée rétrécit, et plus le titre, lui aussi, rétrécit. Donc, ce qu'on a appris, c'est ce qui va caractériser O dans les temps à venir, c'est qu'il n'y aura plus de pub dans cette gazette. Donc, en clair, il ne restera plus que la couverture. Alors, pour ceux qui sont abonnés, ça leur fera un courrier plus léger, et c'est plus sympa pour les facteurs. Oui, parce que j'essaye de me mettre dans la peau d'un facteur qui dépose l'Obs dans la boîte aux lettres. il y a marqué souvent sur les boîtes aux lettres pas de pub, mais en même temps il est obligé de foutre le Nouvel Obs parce que ça passe pour un journal. Voilà, pour un hebdomadaire. Alors voilà, comme c'est la 10e édition, on va finir avec une petite chanson à la con que j'ai composée il y a quelques années. Voilà, donc tout ça pour dire que je joue dans un groupe qui s'appelle La Tribu Y a pas de chef. Hein. On est le seul groupe à soutenir le réchauffement climatique. Il n'y en a pas d'autre au monde, on est les seuls. Donc là, la chanson s'appelle L'Albarine. Donc
Si vous voulez, l'Albarine, c'est une rivière qui coule pas loin de chez moi, là, et qui se jette dans l'Ain. Et donc on a essayé d'imaginer à l'intérieur de cette chanson ce que pourrait devenir notre région du Haut-Bugey, qui est juste à côté du Jura, en cas de ultra réchauffement climatique. Vous allez voir, c'est sympa en fait. Plus d'eau dans l'Albarine, mon père est rentré, et sa ligne est victime des brûlures d'été. C'est pire que chez les Grecs, dit-il d'un ton bougon. Mon pastis est tout sec, il n'y a plus de saison. Faut sauver le jardin, dit mon père à Gaston. Faudrait flanquer un brin de flotte au potiron. Mais non, laisse tomber tes coucours de gugus. On n'a plus qu'à planter des palmiers, des cactus. À traire, elles sont taries du pis. Y aura plus de gruyère pour les tortellini. Mais non, faut pas flipper, dit mon père à Marcel. On fera du comté au bon lait de Chamel. C'est super les fêtes de serre, c'est pour le Sahara. Enfin le vrai désert aux portes du Jura. Non mais t'es pas sérieux, me dit un vieux papy. Y aura tout plein de bœufs pour y faire des rallyes. Plus d'eau dans l'Albarine et mon père va râler. Ces hameçons sont victimes des brûlures d'été. À bas l'eau de pastèque, dit-il d'un ton bougon. Mon pastis est tout sec, il n'y a plus de saison. À bas l'eau de pastèque, dit-il d'un ton bougon. Mon pastis est tout sec, il n'y a plus de saison. Et voilà. Voilà, c'est spaghetti, elle a des italiana. Elle a des spaghetti, elle a des italiana.